8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Romain Desarmes. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre Voyage dans la France d'avant, de votre dernier livre aux éditions Gallimard. On va parler évidemment de toute l'actualité. Ce matin, je voulais commencer bien sûr par l'actualité agricole, la colère agricole. Pour les téléspectateurs de CNews, on voit des images du périphérique parisien qui est bloqué actuellement par des tracteurs. Et je décris ces images également pour les auditeurs d'Europe 1, bien sûr. Emmanuel Macron a annoncé qu'il votera contre l'accord du Mercosur cet après-midi. Mais cela ne devrait cependant pas empêcher la Commission européenne d'obtenir le feu vert d'une majorité d'États membres, parce qu'il va y avoir une majorité pour le Mercosur. C'était perdu d'avance. Oui, et je pense que Emmanuel Macron, dans cette affaire, il est évidemment complice, parce qu'il savait que ça finirait comme ça, et ça lui permet, parce qu'il a peur, ça lui permet de donner quelque chose, en apparence en tout cas, aux agriculteurs. Et si vous voulez, dans cette histoire, c'est Roadrunner. Vous connaissez ce dessin animé de Walt Disney ? Oui, le petit personnage, c'est-à-dire c'est le grand géocoucou californien, qui est très haut sur pattes, là, qui court, tut, bip, bip, enfin vous voyez, vous soulevez le truc, voilà, c'est son... Et derrière, il y a le coyote. Et dans le film de Walt Disney, c'est un dessin animé, on est dans le monde parallèle dans lequel vit Emmanuel Macron, c'est toujours le grand géocoucou californien qui arrive à échapper au coyote. Mais dans la vie, c'est pas ça. Parce que le coyote, il fait 60 km/h, un peu plus, en vitesse de pointe, et le grand géocoucou, il fait exactement 40 km/h en vitesse de pointe, un peu plus, un tout petit peu plus. Donc, de toute façon, il se fait rattraper. Et dans l'allégorie qu'on peut faire... Parallèle. Oui, parce que l'allégorie qu'on peut faire... le coyote, c'est la colère des Français, le temps qui passe, le tic-tac aussi, parce que la fin de règne, elle arrive bientôt, ce n'est plus qu'1 an et demi, mais il fait semblant, il fait comme si les affaires continuaient, et ça ne va pas durer. C'est-à-dire qu'on voit très bien, il ne peut plus rien faire. Il a peur, il a raison. Il a peur de tout le monde, en fait. Il a peur des Français, il a peur d'à peu près tout le monde, sauf... de Vladimir Poutine, pour raison très simple, c'est que c'est vrai qu'en France, il y a tout un clan de poutinolâtres qui vous explique Poutine, très important, il contrôle rien du tout. Parce que quand même, excusez-moi, cette grande puissance, avec toutes ses ressources naturelles, ses 150 millions d'habitants, elle a le PIB de l'Italie, c'est rien du tout, c'est quand même le plus grand pays du monde en surface. Elle a le PIB de l'Italie et elle se fait tenir la dragée haute par l'Ukraine, un tout petit pays, et cette guerre, elle va durer depuis 4 ans bientôt, et l'armée russe n'avance même pas dans les territoires prétendus russophones. Donc, si vous voulez, c'est le seul ennemi qu'il a trouvé, c'est quelqu'un en fait qui ne peut pas faire peur. Il fait peur à certains, mais quand on regarde les choses de près, on va aller sur l'Ukraine. Restons quelques instants sur le Mercosur. Qu'est-ce que peut faire la France pour bloquer l'application du Mercosur ? Marine Le Pen demande à Emmanuel Macron de suspendre le versement de notre contribution au budget européen, d'aller jusque-là. Jordan Bardella a annoncé, lui que le RN allait déposer 2 motions de censure. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas trop le sujet. D'ailleurs, j'ai entendu l'ami Dimitri Pavlenko tout à l'heure qui disait sur Europe 1 que, au fond, ça changeait pas grand-chose par rapport à la situation des agriculteurs. Le vrai sujet, c'est que l'agriculture est en crise grave. Et comme sur tous les sujets, on laisse pisser le mérinos. C'est-à-dire que, mais oui, il faut regardez bien, la France était le 2e exportateur, pendant très longtemps, 2e exportateur de produits agricoles. Aujourd'hui, elle est tombée 6e exportateur. C'est la France d'avant, ça. Ben oui, mais et si vous voulez, aujourd'hui, la dégringolade, elle est partie pour continuer. Elle est partie pour continuer, vous savez très bien, parce qu'à cause des normes, à cause de la fiscalité qui pèse sur les entreprises, à cause du coût du travail, etc., l'agriculture, elle est empêchée en France. Alors, il y a la loi du plomb, peut-être qu'il faut l'améliorer, peut-être qu'elle va un peu trop loin, mais il faut évidemment enlever des normes, et puis il faut laisser cette agriculture respirer. Vous savez, l'agriculture, c'est un des piliers de la France. C'est quand même, sur le plan d'exportation, les produits agricoles, c'est le premier poste, et
on s'acharne contre l'agriculture avec tous ces escrologistes qui n'ont jamais vu une vache et qui font tout pour justement empêcher ces agriculteurs de travailler. Et c'est pour ça qu'ils sont populaires, d'ailleurs, les agriculteurs. Les Français savent bien que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, comme disait Sully. Et c'est vrai. 80% des Français les soutiennent, les agriculteurs. Bah oui, bah évidemment. Parce que c'est nous. Tous ceux qui voient des agriculteurs savent qu'ils travaillent au minimum 55 heures par jour. Minimum, oui. Par semaine, pardon, excusez-moi. Oui, le temps de travail, c'est pas ils travaillent pas. Ils sont pas employés municipaux à la mairie de Paris. Hein. Ils travaillent tout le temps, par tous les temps. Et donc c'est un métier extrêmement difficile, maltraité. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est en train de perdre tout le temps des parts de marché. Savez-vous que c'est un tiers des poulets qu'on consomme, ils viennent de l'étranger. Un tiers des fruits et légumes. Les abricots, c'est un quart des abricots. C'est un tiers des cerises qui sont importées. Tout ça est grotesque. C'est-à-dire que vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, la balance commerciale pour les produits agricoles, on est tout juste bénéficiaire grâce aux vins, à l'exportation des vins et spiritueux. Donc il faut à tout prix faire un espèce de grand plan de relance. Et ça n'a rien à voir avec l'Europe. Parce que pendant ce temps-là, il y a en Europe des pays qui ont une agriculture extrêmement conquérante, je pense par exemple à l'Espagne, et qui avancent. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que la vérité, on a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est-à-dire quand il y a un problème en France, on a l'impression, en tout cas depuis 10 ans, depuis que Macron est au pouvoir, depuis que c'est en même temps, on a l'impression que les problèmes continuent à s'accumuler et personne n'essaie de régler. Il y a une crise agricole grave, et ça n'a rien à voir avec le Mercosur. Il faut régler ce problème. Au-delà de la crise agricole, est-ce que la France a totalement bradé sa souveraineté économique à Bruxelles et qu'on n'a plus, en réalité, on n'a plus les manettes? Excusez-moi, c'est des bêtises, ça. C'est des bêtises parce que vous le voyez, par exemple, la France, c'est le pays le plus désindustrialisé d'Europe, le plus, avec la Grèce. Pourquoi est-ce que des pays, par exemple, comme l'Italie tiennent? C'est à cause de la fiscalité. Ils n'ont pas, évidemment, on devrait d'ailleurs les exporter, ceux-là. Voilà des exportations qu'on pourrait faire. Les deux farceurs fumistes, là, les Laurel et Hardy du marxisme économique, Piketty et Zuckman, voilà, il faudrait les envoyer en Italie ou en Espagne, je sais pas, mais on peut plus les garder chez nous, ces gens-là. Parce que, au fond, il y a toute une partie du pays qui pense que, voilà, il faut faire payer les riches, mais derrière les riches, il y a toujours les entreprises. Parce que les entreprises, vous savez très bien, les impôts de production, ils sont 5 fois plus importants en France qu'en Allemagne. 5 fois plus importants. Il faut quand même régler ces problèmes. Mais non, on attend, on reporte, on attend, ce sont les prochains. Et de toute façon, c'est pas avec le budget qui a été concocté avec Olivier Faure, bras cassé du socialisme, qu'on va réussir à relancer ce pays. Il faut le relancer en baissant les dépenses, et puis en baissant également les prélèvements obligatoires, pour faire une espèce de choc de croissance. François-Olivier Gisbert, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Bruno Retailleau, le président des LR, a présenté son programme économique. Il y a le plafonnement des allocations sociales, justement à 70% du SMIC, 15 heures de travail hebdomadaire en contrepartie du RSA. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut prendre une direction libérale. C'est la seule façon de s'en sortir. Oui. C'est évidemment. Moi, j'ai rien à redire. Il y a très peu de libéraux en France. J'en suis peut-être un des derniers, mais non, il y en a quand même, c'est pas vrai. David Lisnard hier sur invité de attendez, les Français comprennent bien, il suffit de regarder les pays. Les Français sont peut-être plus libéraux que leurs ils comprennent les choses, excusez-moi, il faut arrêter de penser que les Français sont des imbéciles. Alors c'est vrai qu'ils veulent protéger, et ce que je peux très bien comprendre, ils veulent protéger leurs droits acquis, ils veulent pas qu'on touche à leur retraite, etc. Mais ça c'est un peu normal. Mais les Français savent bien ce qui marche et ce qui marche pas. Et le collectivisme, ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Ça ne marche nulle part. D'ailleurs, pourquoi est-ce que la Chine réussit aujourd'hui? C'est parce qu'elle a adopté un régime proche du capitalisme, bon, avec la police en plus, avec le communisme, etc. Mais plus, c'est un pays, qui fonctionne comme un pays capitaliste normal. Il n'y a que ça qui peut marcher, l'économie de marché, avec le libre-échange derrière. François-Olivier Gisbert, je voulais vous entendre également sur ce qui se passe autour du Venezuela avec Donald Trump sur le plan international. Il y a eu l'interpellation de l'arrestation de Nicolas Maduro à Caracas. Certains s'en félicitent, d'autres s'en inquiètent. On entend la gauche et l'extrême gauche dire que le droit international est définitivement enterré et le regretter. Il y a de nouvelles règles du jeu, ça c'est certain. Vous, comment est-ce que vous avez perçu, comment vous analysez cette interpellation de Nicolas Maduro? Je pense que c'est une bonne chose.
toute façon, vous savez, c'est une histoire qui est en cours. L'action en justice, enfin, ça démarre à la fin des années 2010. Hein, ça fait longtemps, qu'ils travaillent sur ce dossier. Le 26 mars 2020, l'affaire a été lancée. C'était la fin du mandat de Trump. Ça a continué sur Joe Biden. Sur ce point, en tout cas, ils sont d'accord les deux. Donc, ça veut dire quand même quelque chose. Oui, il fait du narcoterrorisme. Il a bricolé avec la Colombie, etc. Parce que vous savez très bien que la Colombie a des problèmes elle est très surveillée, elle a des problèmes pour exporter sa drogue. Et voilà, c'est passé par Maduro, c'est-à-dire directement par le pouvoir. Et puis il y a des tas d'éléments. Donc de toute façon, sur ce plan, je pense qu'il est absolument fait aux pattes. Et ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que vous avez effectivement toute une partie de la gauche qui soutient Nicolas Maduro, qui est quand même un type qui a, fait tuer 10 000 personnes, au moins, avec les escadrons de la mort, la torture dans les prisons. Et les filles allaient manifester le soir même. Oui, mais c'est du délire. C'est du délire. C'est-à-dire, on est pour défendre un dictateur qui est mouillé dans le narcotrafic, qui fait tuer des gens, qui a quand même provoqué la fuite de 8 millions de réfugiés. C'est entre 7 millions et 8, mais c'est plus proche de 8 maintenant, de réfugiés. Il y en a partout. D'ailleurs, vous avez vu l'IS. Ça gênait certaines télés d'ailleurs, mais il y avait des manifestations de l'IS à peu près partout dans le monde, que ce soit évidemment à New York où il y a beaucoup de réfugiés vénézuéliens, mais il y en avait aussi à Madrid, en Argentine, partout. Et ça montre très bien que c'est un imposteur, c'est un escroc. Enfin, je veux dire, on a une inversion totale des valeurs. Ces gens-là, en fait, ils défendent nos ennemis. Regardez d'ailleurs la différence de traitement avec ce qui se passe en Iran. On a l'impression que ça gêne la gauche, enfin l'extrême gauche. Mais, alors ça, c'est on a important. le sentiment que ça les gêne. Ça les gêne. Souvenez-vous, quand Khomeini est arrivé au pouvoir, la célébration qu'il y avait de toute la... Aujourd'hui, il y a une révolution contre un régime abject, corrompu, avec la terreur, la torture. Souvenez-vous de l'affaire de Hamza Amini, cette pauvre fille de 22 ans. C'était Pourquoi est-ce que les intellectuels de gauche ne réagissent pas, selon vous, sur l'Iran, alors que les manifestations prennent de l'ampleur pour demander le départ des mollahs et la fin de cet abominable régime des islamistes des mollahs? Si les intellectuels de gauche, notamment, ne réagissent pas, il y a plusieurs raisons, mais il y a évidemment, on pourrait les résumer dans la gazaouisation de la politique. C'est-à-dire que l'Iran étant un allié du Hamas, forcément, l'Iran est dans le camp du bien, puisqu'on est dans une inversion des valeurs. Hein, le camp du mal, ce sont les démocraties. Le camp du bien, ce sont les terroristes, les dictateurs, les narcotrafiquants, etc. Parce que c'est ça, c'est une inversion des valeurs. Nous avons une partie de nos compatriotes qui pensent à l'envers. C'est-à-dire, pour eux, le bien c'est le mal et le mal c'est bien. Et c'est ça qui arrive. Et d'où l'espèce de silence assourdissant d'une grande partie de la classe politique sur ce qui se passe en Iran. Vous voyez, quand Khomeini est allé remplacer le Shah d'Iran, vous vous souvenez, les manifestations partout, la joie, c'était merveilleux. Là, aujourd'hui, non, rien, personne ne bouge. Franz-Olivier Gisbert, avec nous. Je voulais vous entendre sur les municipales en mars prochain. Il y a les élections municipales avant la présidentielle. La course à la mairie de Paris s'annonce sans merci. Chaque parti a investi des candidats à forte personnalité. Sarah Knafo va courir sous les couleurs de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Quel serait le maire idéal de Paris, selon vous? Quelles devraient être les priorités? C'est sûr qu'il faut, réenchanter Paris. Parce que Paris aujourd'hui est très désenchanté. Je ne parle pas seulement de la saleté, il y a beaucoup de choses. Quand on pense que cette ville, elle a 55 000 employés municipaux et on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Je veux dire, il faut remettre les gens au travail et puis il faut faire aimer à nouveau cette ville. Alors, bon, il n'y a pas eu que du mal qui a été fait pendant les 2 mandats d'Anne Hidalgo. Mais enfin, quand même, le bilan, c'est surtout de remettre les gens au travail et puis cesser de dépenser l'argent du contribuable comme ça, avec un endettement qu'il faudra payer. Parce que les endettements, ça se paye. Hein, l'endettement français aujourd'hui, vous savez très bien, il faut penser toujours aux 100 milliards qu'il faudra payer juste pour la charge de la dette. Hein, c'est pas rembourser les dettes, la charge de la dette, les intérêts en 2029. Bon, et c'est par la même chose qui va arriver sur Paris. Donc il faut des gens qui gèrent, des gens qui fassent travailler. Voilà, il faut, vous savez, les maires aujourd'hui, c'est
passionnant d'ailleurs ce qui se passe dans les mairies, parce que ce sont les derniers grands politiciens que nous avons en France, ce sont des gens qui gèrent, ils gèrent comme des chefs d'entreprise, et il y en a des très bons, à droite comme à gauche. Hein. Toujours sur les municipales, ça sera ma dernière question, je voulais parler de l'Union des droites. À Colmar, il y a un responsable LR qui a rejoint la liste RN-UDR. UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti. C'est l'Union des droites, c'est l'avenir de la droite ? Je sais pas, mais enfin c'est vrai qu'il y a une espèce de courant, vous voyez bien. Alors le problème c'est que si la droite fait une alliance avec le Rassemblement national aujourd'hui, bah elle aura un petit strapontin, c'est rien du tout. Donc la droite, elle a évidemment très peur de disparaître à cette occasion. C'est pas son intérêt, mais est-ce que c'est l'intérêt des électeurs de droite ? Bah, c'est pas sûr, parce que le programme du Rassemblement national, il faudra quand même qu'il commence à travailler un jour sur son programme, parce que je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Je suis pas sûr qu'ils le sachent eux-mêmes. On voit très bien qu'il y a deux lignes. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit d'ailleurs récemment, mais c'est vrai qu'au Rassemblement national, il y a deux lignes. Il y a une ligne qui est avec un programme économique qui est assez proche de celui de LFI. Alors bonjour les dégâts, hein, parce que je sais pas trop ce qui se passera à ce moment-là en France. Et puis vous avez une ligne qui est, disons, raisonnable, libérale, vous diriez, libéral, oui. Bien sûr, mais qui... Et je pense que c'est pas en augmentant toujours les impôts et toujours les dépenses qu'on va s'en sortir. La France, c'est un peu la caisse sociale du monde. Tout le monde vient chez nous pour profiter des avantages et on emprunte pour que ce système perdure. Bon, il faut quand même qu'on se pose un peu, qu'on réfléchisse. Est-ce que ce système peut perdurer éternellement ? Est-ce qu'on peut continuer à emprunter pour avoir ce bel État-providence qui est très bien ? Attendez, moi je ne le conteste pas, mais si on veut le sauver, il faut peut-être commencer à réfléchir. Merci beaucoup Franz-Olivier Gisbert d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre dernier livre qu'on voit à l'écran sur CNews, Voyage dans la France d'avant. C'est toujours aussi passionnant de vous écouter. Merci beaucoup d'être venu ce matin Franz-Olivier Gisbert. Bonne journée, à bientôt. Merci.